Laurie, c'est bon? Non. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus ici pour cette table ronde. Donc, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale chez les jeunes, notamment chez les étudiants. Et donc, moi, je suis Marie Loumentel, je suis enseignante-chercheuse à l'université. Et avec moi, on a la possibilité d'avoir trois intervenantes. Donc, je vous laisse vous présenter chacune. Moi, je m'appelle Marion, je suis psychologue au service de santé des étudiants de la fac de Reims. Je suis spécialisée en TCC, thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Et ça fait 15 ans que je travaille avec les étudiants, donc je commence à bien connaître leur problème. Alors moi, je m'appelle Mélanie Bonne, je suis psychologue également au service de santé des étudiants aussi, à l'ECAP, sur le campus Pau-Général-Gauss. Alors moi, je suis là depuis moins longtemps que Marion, depuis 2 ans à peu près, un petit peu moins. Et je suis en même temps un petit peu en libéral, également. Et pour Marion, je suis formée au CCC. Et moi, c'est Zineb et je suis étudiante en troisième année de psychologie. Ah. Voilà, on est tous de Yurka. Je vous propose de commencer par quelque chose d'un petit peu général pour aborder le sujet. Déjà, alors même s'il y en a qui ont participé à d'autres tables rondes aujourd'hui, peut-être que ça a déjà été abordé, mais il faut d'abord qu'on se mette tous d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par santé mentale en général. Marion, comment est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu la notion de santé mentale? Alors, déjà, je vais vous parler de santé. Je vais vous donner quelques infos, quelques petites définitions. Donc, la santé, qu'est-ce que c'est? On parle de santé quand un être vivant est en bonne santé, en bonne forme, en bon état. Donc, c'est quand il a un fonctionnement harmonieux et congruent avec son environnement. Et c'est pas seulement quand on n'est pas malade ou quand on n'est pas infirme, la santé. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Elle dit aussi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que c'est un état de bien-être complet qui regroupe à la fois le physique, le mental et le social. Ensuite, pour la santé mentale proprement dite, c'est pareil, ça ne se réduit pas à une absence de troubles. Elle se définit comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress, aux émotions. Elle est capable de gérer avec ses propres ressources le stress normal de la vie. Elle est capable aussi d'être productive dans son travail et de contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est les définitions un peu générales qu'on peut trouver quand on regarde la littérature. Comment ça s'applique pour les étudiants concrètement? Un étudiant qui va bien, eh ben, on sait qu'il est en bonne santé mentale quand il se sent bien dans sa peau, quand il s'épanouit, quand il est capable de gérer efficacement ses émotions avec ses propres stratégies personnelles, celles qu'il a accumulées au fur et à mesure de son existence. Il est intégré dans sa famille, il est intégré dans son cercle amical, scolaire, professionnel. Il agit avec ces cercles-là aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas en retrait ou inhibé par rapport à ces cercles-là. Et il participe à la vie socio-économique en étant capable de travailler, d'étudier, parce que le travail d'un étudiant dans un premier temps, c'est ses études, et ensuite de s'insérer au niveau socio-économique, c'est-à-dire de trouver un emploi. Donc un étudiant qui va bien, c'est à peu près comme ça qu'on peut le définir. On sait que la condition physique, c'est-à-dire que quand vous êtes atteint d'une maladie physique, ça va influencer votre santé mentale et votre santé sociale, mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que quand vous souffrez d'un problème de santé mentale, ça va impacter aussi votre santé physique et votre santé sociale. Alors, on peut ne souffrir d'aucune maladie psychique, donc par exemple, on peut ne pas être schizophrène sans pour autant se sentir en bonne santé mentale. Et à l'inverse, une personne peut avoir un état mental satisfaisant tout en ayant un trouble psychique bien traité. Par exemple, moi, j'ai des étudiants qui ont des TOC ou une anxiété sociale, et parce qu'ils ont un accompagnement correct, en fait, ils ne se sentent pas trop mal finalement. La santé mentale, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est fluctuant. Ça peut bouger en fonction du temps, des événements que vous croisez, les trajectoires de vie. Ça peut changer aussi en fonction de votre âge. Et puis, biologiquement aussi, on sait que par exemple chez les femmes, il y a des facteurs hormonaux qui vont faire que la santé mentale, elle va beaucoup varier. C'est le cas notamment des syndromes prémenstruels, ou de la ménopause, ou même de la grossesse.
Donc cette santé mentale, elle est fluctuante, elle peut être affectée ponctuellement par des situations qui vont être difficiles à gérer, comme un deuil, un échec professionnel ou un échec relationnel, par exemple une relation amoureuse qui se termine pas très bien, ça peut impacter effectivement la santé mentale. C'est pas anormal. En fait, c'est l'organisme qui se défend avec du coup le mal-être, le stress. C'est vraiment normal en fait. Ce qui n'est plus normal, c'est quand les symptômes sont trop intenses ou quand ils durent trop longtemps alors même que la situation est finie. Par exemple, quand il s'agit d'un deuil, si le deuil dure par exemple plus d'un an avec des symptômes extrêmes, effectivement, là, on va partir du principe que c'est plus tout à fait normal. Et donc voilà, le mal-être peut être une réaction psychologique normale à un accident de la vie. C'est une adaptation. Du coup, en ça, c'est pas forcément nécessaire d'aller consulter quand vous allez pas bien, en tout cas quand vous savez à quoi c'est dû et que c'est encore gérable. Euh, Par exemple, dans les notions de deuil, on a souvent des gens qui vont consulter très vite leur médecin traitant, qui met très vite sous antidépresseurs. Le problème, c'est que ça paralyse finalement le processus normal du deuil. Ça ne permet pas à la personne de faire son deuil correctement. Même si aujourd'hui, je sais que pour plein de gens, avoir des émotions négatives, ça peut être insoutenable. Il y a un peu cette injonction d'aller bien tout le temps, dans tous les milieux. Et ça peut être aussi des passages normaux de la vie où on va pas bien et c'est normal, c'est adaptatif. Par contre, quand ça devient un trouble, en psychologie, un trouble, c'est quand il y a une altération significative au niveau cognitif, au niveau des émotions, des comportements ou des relations. Là, effectivement, ça peut être nécessaire de consulter. Euh, c'est le cas notamment quand la symptomatologie s'intensifie, se pérennise. Et par exemple, à partir d'un stress, par exemple un stress des études, ça peut devenir un trouble anxieux généralisé ou une anxiété sociale. Ça peut déboucher aussi sur une dépression. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, si vous pouvez, par exemple, vous donner quelques aspects, quelques variables qui peuvent influencer la santé mentale. Donc, voilà des exemples de choses qui peuvent moduler la santé mentale, ouais. En psychologie, on a un modèle qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Alors, c'en est un parmi d'autres, hein, mais moi, c'est les lunettes que j'ai décidé d'utiliser pour vous expliquer qui peut influencer la santé mentale. Donc, dans ce modèle biopsychosocial, on va partir du principe du coup, qu'il y a trois facteurs, facteurs biologiques, facteurs psychologiques, facteurs sociaux, qui vont venir se croiser et faire en sorte que ça va déboucher sur un problème de santé mentale. Donc, dans les facteurs biologiques, par exemple, on va parler déjà de l'hérédité, des facteurs génétiques. Si par exemple, dans votre famille, vous avez un parent qui souffre lui-même d'un trouble psychiatrique, comme schizophrénie ou anxiété sociale, qui a un trouble de la personnalité, ou même qui souffre d'alcoolodépendance, on sait que vous allez avoir un terreau un peu plus fertile pour déclencher un trouble de santé mentale. Dans la biologie, on va aussi avoir les facteurs physiologiques. Par exemple, si vous avez un cœur qui bat naturellement plus vite, vous êtes peut-être plus à risque de faire des crises d'angoisse. Voilà, on va trouver ça, par exemple, dans les facteurs biologiques. Ensuite, dans les facteurs donc, biopsychosocial, vous parlez de psycho à la fin. Votre terreau, c'est-à-dire que la façon dont vous avez été modelé biologiquement, ça va se croiser avec des trajectoires de vie, des événements de vie qui peuvent finalement. Alors moi, je fais toujours un petit dessin, c'est-à-dire que la biologie, c'est un peu un terreau. Là-dedans, va venir se planter des petites graines. C'est des événements de vie que vous traversez. Et ces événements de vie qui peuvent impacter votre santé mentale, ça va être par exemple du coup, déjà, les expériences précoces avec vos parents, si vous avez eu des parents qui ont été entourants, chaleureux, étayants, versus des parents qui vous ont délivré des mauvais traitements, qui ont été extrêmement stricts, qui étaient absents si vous avez vécu la séparation, l'abandon, etc. Et ça, c'est un facteur social qui peut impacter votre santé mentale. Si vous avez subi du harcèlement, si vous avez vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de pauvreté au niveau social et la précarité financière aussi. Et puis, dans ces facteurs sociaux, il y a aussi les études des étudiants qui peuvent énormément impacter leur santé mentale parce que l'organisation de l'institution n'est pas toujours très correcte. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous expliquer effectivement qu'ils souffrent de stress en lien avec l'université parce qu'ils ne sont pas forcément bien informés, ils ne sont pas forcément respectés. Parfois, il y a des changements dans leurs emplois du temps qui n'est pas compatible avec leur emploi ou pour réussir leurs études. Il y a aussi les facteurs financiers où ils n'ont pas toujours
l'argent nécessaire pour étudier en étant tranquille. Et puis parfois, parfois, ils se trompent aussi de filière, et ça aussi, ça génère un stress énorme. Et puis le côté, donc le modèle bio-psychosocial, le psycho, c'est quoi? C'est que bien qu'il y ait un terreau et des petites graines, des fois, ça va pas germer. Parce qu'en fait, ce qui va faire germer, ce qui va arroser, c'est les facteurs individuels, c'est la façon dont vous gérez les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est pas tant la situation qui va poser problème, mais ce que vous en faites avec vos propres ressources. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir un accident de voiture, qui vont perdre leurs jambes, mais c'est pas grave, ils vont être profondément reconnaissants à la vie de les avoir quand même maintenus en vie, même si c'est en étant avec 2 membres en moins. Et il y en a d'autres pour qui ça va être dramatique. Parce qu'ils n'ont plus leurs jambes, ils ne pourront plus aller à la piscine, plus aller à la mer, plus se mettre en jupe, etc. Des choses comme ça. Donc le facteur psychologique, c'est en fait votre façon à vous, vous avez de gérer les choses, votre personnalité. Si vous avez des capacités de gestion des émotions, votre estime de vous aussi, c'est un facteur protecteur. Le style cognitif, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt pessimiste, si vous avez tendance à utiliser des erreurs de raisonnement, par exemple, un mec m'a quitté, ils me quitteront tous. Ça, c'est une surgénéralisation et parfois on abuse de ces erreurs de raisonnement et ça impacte énormément le moral. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du sommeil, l'impact que peut avoir le sommeil sur la santé mentale et inversement? Oui. Alors, on fait des consultations de psychologie à l'université. En fait, on est extrêmement saturé de demandes et de plus en plus, on essaye de mettre en place des actions de prévention. Alors, on n'a pas beaucoup de leviers, mais un des aspects de prévention qu'on peut faire pour éviter des problèmes de santé mentale chez nos étudiants, c'est notamment l'hygiène du sommeil. En fait, on sait que le sommeil, quand il est perturbé, il est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé mentale, parce que le sommeil, en réalité, il est partie pour cicatriser les émotions, pour régénérer le psychisme et votre capacité à gérer naturellement les émotions et les événements compliqués de la vie quotidienne. Sauf que quand ce sommeil est perturbé, désynchronisé, endetté, effectivement, vous avez une plus grande prédisposition à un trouble de santé, un problème de santé mentale. Et inversement, en fait, quand vous avez un problème de santé mentale, vous êtes plus à risque d'avoir un sommeil impacté. Donc ça fait partie aussi des facteurs biologiques, physiologiques. Et puis, je n'ai pas parlé non plus de l'abus toxique, mais consommer de l'alcool ou du cannabis, ça a un impact aussi énorme sur votre santé mentale, dans le sens où l'alcool, on ne sait pas forcément, mais il est dépressogène, c'est-à-dire que une fois que l'effet anxiolytique ou désinhibant est passé, en fait, vous perdez des points au niveau de votre santé mentale et ça peut entraîner une plus grande détresse psychologique après l'effet de l'alcool qu'avant l'effet de l'alcool. Et pareil pour le cannabis, on a beaucoup d'étudiants qui consomment du cannabis. Le cannabis, ça impacte la mémoire, la prise de décision, la motivation. Ça crée des difficultés au niveau de la scolarité. Ils sont plus concentrés, ils n'y arrivent plus. Et donc, ils consomment du cannabis pour soulager l'anxiété. Et donc, ils sont encore moins bons à l'école et ça génère des cercles vicieux. Donc ça aussi, c'est un impact chimique sur le cerveau. Et du coup, ça peut impacter aussi la santé mentale. Ok, donc merci beaucoup Marion pour cette explication du coup, des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale des étudiants. On va passer maintenant à quelque chose, des éléments un peu plus d'actualité qui ont pu encore plus impacter la santé mentale des étudiants ces dernières années, à savoir le Covid-19. Mélanie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des effets que ça a pu avoir sur la santé mentale et notamment celle des jeunes adultes Alors, on a constaté une hausse significative des cas d'anxiété et de dépression chez les jeunes. Un nombre croissant d'adolescents et de jeunes adultes rapportent des symptômes dépressifs, selon beaucoup d'études. Je vous en parlerai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Alors, pourquoi on observe cette hausse de l'anxiété et de la dépression? Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Déjà, l'isolement social dû aux fermetures des établissements scolaires et des autres établissements de loisirs. C'est vrai que du coup, ça a limité fortement les interactions sociales des jeunes, donc le lien social, favorisant un sentiment de solitude et puis favorisant une anxiété sociale.
C'est-à-dire qu'en fait, moins on a eu d'interactions sociales, plus on a eu peur des interactions sociales à venir. Donc là encore, c'est un cercle vicieux en fait. La peur engendre des évitements qui vont engendrer encore plus de peur. Donc on a observé beaucoup plus d'anxiété sociale et plus d'agoraphobie aussi, parce qu'avec la peur de contamination, on a eu peur des rassemblements. Ça, c'est quelque chose qui a été fortement constaté et qui reste encore à l'heure actuelle. Donc voilà, les jeunes se sont sentis beaucoup plus seuls, avec moins d'interactions sociales, mais aussi l'importance des réseaux sociaux qui ont pris encore plus d'ampleur. Alors certes, ça a été une forme de lien intéressant, un lien social qui restait, qui est intéressant pour les jeunes, mais avec aussi le piège, l'effet pervers de, en fait, ça a été quelque chose d'anxiogène également avec les fake news, les discussions anxiogènes sur le Covid et sur d'autres thématiques également, et les comparaisons négatives avec les autres. Donc, on peut engendrer des émotions négatives, des pensées négatives, et rentrer dans ce cercle négatif. On a aussi constaté un décrochage scolaire plus important pendant le Covid, avec donc, des cours en distanciel, donc une perte de motivation pour les études, et puis des incertitudes beaucoup plus grandes face à l'avenir et aux débouchés professionnels éventuels suite aux études. Et enfin, une hausse des comportements à risque, avec plus de consommation d'alcool et de drogue, une augmentation des tentatives de suicide également, et on a aussi observé une augmentation des infections sexuellement transmissibles qui témoignent de rapports donc, non protégés. Alors, comment ça peut s'expliquer? C'est peut-être cette notion en fait, on n'a qu'une vie, on profite une fois que le confinement était terminé, et aussi certains comportements à risque qui étaient peut-être en compensation de certains symptômes d'anxiété et de dépression, en fait, pour diminuer en fait, certains symptômes. Alors, peut-être que la consommation d'alcool est en lien avec cette volonté de diminuer. Alors, voilà. Donc, c'est une stratégie qui n'est pas efficace, Ok. Alors, est-ce que donc à peu près, donc là on a les chiffres de 2023 à peu près pour vous donner un petit peu un état des lieux de la santé mentale des étudiants en France aujourd'hui. Donc il y a plusieurs études qui ont été faites. Donc Mélanie, je vais vous laisser résumer les chiffres principaux de ces études pour qu'on voit à quel point le problème est prévalent. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'études. En règle générale, les études ont mis en évidence le recours aux soins d'urgence pour des pilotes de lumière, des idées des gestes suicidaires en hausse, donc en 2021, en 2022 et encore plus en hausse en 2023. En 2021, on sait que les 18-24 ans étaient presque 21% concernés par la dépression, contre 11,7% en 2017. Donc vraiment une hausse significative. En 2021, ils étaient presque, ils étaient un jeune sur 5 concernés par la dépression. On a doublé en 5 ans. Il y a même des chiffres qui sont encore plus alertants. Il y a une étude sur Bordeaux qui a estimé des symptômes dépressifs qui concernent 4 étudiants sur 10. Oui, c'est vraiment énorme. Contre 26% avant la crise sanitaire. Donc, vraiment, et les structures d'accueil pour les soins médico-psychologiques, eux, n'ont pas beaucoup plus soins ont des capacités n'ont pas suivi, voire diminué en votre temps. Voilà. Et pourtant, quel rapport ont les jeunes par rapport à leur santé mentale quand on leur demande s'ils en prennent soin, etc. Alors, en fait, il y a eu des études, des enquêtes qui ont permis depuis 2020 de suivre l'évolution de la santé mentale de la population chez différentes tranches d'âge. Dans l'ensemble de la population, 7 personnes sur 10 déclarent prendre soin de leur santé mentale.
Mais ça, c'est pas vrai pour les jeunes. En fait, les jeunes de 18 à 24 ans se préoccupent en moyenne moins de leur santé mentale et de leur bien-être que la population générale. En effet, ils sont moins nombreux à penser qu'ils peuvent agir sur la santé mentale. Ils en parlent moins facilement à leur médecin. Et en fait, ils croient plus difficilement à une solution. Ils pensent qu'il n'y a pas de solution efficace pour aller mieux. Donc en fait, en 2022, 35% des 18-24 ans avaient l'impression de ne pas prendre soin de leur santé mentale pour diverses raisons. Déjà, ils estimaient ne pas avoir le temps de se consacrer à leur santé mentale. Ils ne s'en sentaient pas capables et ou ne savaient pas comment faire pour agir sur la santé mentale. Donc ce sont des chiffres qui alertent. Effectivement. Donc, on voit qu'on a des problèmes qui sont assez prévalents. Alors là, c'était au niveau un petit peu plus national, statistique, etc. Zineb, en tant qu'étudiante, comment est-ce que vous pourriez décrire un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour de la santé mentale aujourd'hui chez vos camarades, chez vous-même, etc., depuis le Covid notamment? Alors, depuis le Covid, en fait, la période de Covid, ça nous a un peu isolés, dans le sens où on s'est vécu nos cours en présentiel. On s'est retrouvés derrière un ordinateur, à devoir suivre des cours seul. Et le retour à la fac il a été un peu compliqué pour moi et même pour mon entourage, mes copines. J'ai pu constater, on en a parlé aussi. Et, euh, et en soi, en général, aussi le stress des études. J'ai vu une copine, spécialement, qui s'est beaucoup isolée. C'était une personne qui était très sociable. On était tout le temps à la bibliothèque ensemble. Et elle a fini par ne plus aller à la bibliothèque. Elle s'est beaucoup isolée sur elle-même. Elle a même arrêté ses études cette année. Et, euh, et oui, donc, c'est vrai que j'ai vu à travers ma copine, à travers plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, en fait, des personnes avec qui j'ai parlé encore aujourd'hui, où on se rend compte que le stress de l'étude, et ça met beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et vous arrivez à en parler entre étudiants. Alors, vous êtes, on va préciser, vous êtes étudiante en psychologie, donc où en général, on est un petit peu plus au fait des histoires de santé mentale. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est, vous diriez, tabou ou vous pouvez en discuter à votre librement avec vos camarades? Non, je trouve qu'on peut en parler librement entre nous. Je dis pas on va avoir le réflexe d'aller sortir des lettres ou, par exemple, aller voir consulter des psychologues qui sont à la fin ou quoi. Mais entre nous, on a une facilité, je trouve, à en parler. D'accord. Alors, justement, si on s'intéresse un petit peu aux difficultés, si on essaye de regarder un petit peu les choses que peuvent rencontrer les étudiants, notamment quand ils arrivent dans les études supérieures après le lycée ou en général etc. Et quelles difficultés ça peut poser pour un jeune adulte qui rentre dans la vie universitaire ou dans le milieu professionnel après le lycée. Zineb, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça? Bah, avant les études supérieures, on est au lycée. Donc, on est encore chez notre famille pour la plupart. On est encore sous la responsabilité de nos parents. On attend beaucoup, enfin, on est beaucoup guidé par nos parents, par notre famille. Et arrivé aux études supérieures, pour la plupart, pas tous, mais on quitte le foyer familial. On trouve un logement sur un. En fait, on se retrouve avec des responsabilités qu'on n'avait pas avant. Et ça peut être compliqué au départ, pour une phase d'adaptation. Il y en a qui s'adaptent plutôt rapidement, d'autres non. Euh, il y a aussi des responsabilités enfin, je l'ai dit, mais on a plus de responsabilités, on doit être autonome, on doit faire les choses par soi-même. Et, euh, et du coup, les études supérieures, on n'est plus guidé comme on l'était avant à l'école. Si on ne cherche pas de nous-mêmes à trouver des réponses sur ce qu'on veut, on ne les aura pas. Donc, faut aller les chercher nous-mêmes. Enfin, donc oui, ça marque un gros changement et parfois, il peut être très brusque. Brusque, ouais.
Effectivement, Mélanie, il me semble que vous avez une super métaphore pour parler en fait de ce moment-là de transition vers la vie adulte. Alors, avec Marion, on a l'habitude de parler de la métaphore du Bernard l'ermite pour parler de cette période de transition entre l'adolescence et puis l'âge adulte et donc les études supérieures. C'est-à-dire qu'en fait, le Bernard l'ermite, c'est un petit animal qui ressemble à voilà, un crabe avec un abdomen plus mou, qui est particulièrement vulnérable en fait sans sa coquille. Il a vraiment besoin de sa coquille pour survivre tout simplement, pour se protéger. Et au cours de sa vie, il a besoin de changer de coquille euh, pour être plus confortable en fait, dans sa nouvelle coquille, parce qu'il se sent à l'étroit dans son ancienne coquille. Et en fait, on prend cette métaphore parce que je trouve que ça correspond bien à ce que vivent les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, ils doivent quitter leur ancienne coquille d'adolescents qui ont leur repère, comme disait Zineb, repères amicaux, sociaux, le lycée, les repères familiaux, etc. Donc, actuellement, voilà, bien ancré pour une nouvelle vie. Voilà, la nouvelle coquille, c'est effectivement une identité plus mature, des nouvelles ambitions, des nouveaux repères. Et c'est des choses qui sont, c'est des défis qui sont très intéressants, qui sont très positifs. Mais pour arriver à remplir ces défis, ils doivent traverser une période de vulnérabilité. Donc, c'est un petit peu cette période de transition où voilà, il y a le passage à l'autonomie, il y a les relations familiales qui peuvent changer, les dynamiques familiales qui peuvent changer, les relations sociales qui sont également. Il peut se faire de nouveaux amis, des nouveaux réseaux, les premières relations amoureuses avec les éventuelles premières désillusions également. Des aspirations professionnelles et personnelles qui s'affinent. Effectivement, au niveau des études, on va redéfinir en fait nos objectifs. Et puis, au niveau des convictions personnelles, au niveau des convictions éthiques, politiques, écologiques, voilà, c'est tout un ensemble de choses en fait qu'il faut réadapter pour se sentir plus à l'aise avec ses valeurs. Il y a également l'orientation sexuelle, l'appartenance religieuse, c'est vraiment un ensemble de choses qui sont remises en question dans cette période de transition. Et puis, c'est la confrontation à l'incertitude, la gestion du stress, et c'est des mises en difficulté, et en même temps l'occasion aussi de pouvoir reconnaître en soi des ressources qu'on ne soupçonnait pas forcément. Donc, ce n'est pas que négatif, heureusement, mais aussi cette découverte est tout à fait enrichissante et constructive pour l'avenir. Donc oui, voilà, un moment de transition qui peut être pour avoir une grande vulnérabilité, qui peut être exposé à certaines difficultés, mais qui peut aussi être source voilà, d'un apprentissage, on va grandir, etc. Et on va pouvoir voler de nos propres ailes, entre guillemets. Alors, si on fait rapidement une petite liste des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants dans leur vie universitaire. Donc, juste pour résumer un petit peu tout ça. Alors, donc, on vient d'en parler, il y a les difficultés liées aux transitions de vie, donc les changements comme l'éloignement de la famille qui peut engendrer un sentiment d'isolement, les changements de mode de vie, réapprendre des nouvelles habitudes, voilà, apprendre à faire des choses de la vie quotidienne qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qui génèrent donc du stress. Également la pression académique, donc des exigences élevées en matière de performance, des exigences qui peuvent venir des professeurs, de la famille également. Voilà, parfois, les parents peuvent mettre la pression sur leurs enfants. Il y a aussi des exigences qu'on se met soi-même, hein, bien sûr. Donc en lien avec la pression académique, du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil, on parlait avant.
En lien avec les études également, c'est aussi la gestion du temps, les méthodes de travail à réadapter. Parce qu'entre le lycée et puis les études supérieures, on a souvent des méthodes de travail qui vont être différentes. On peut également avoir donc, une incertitude concernant l'avenir. Le choix de carrière, est-ce que les études plaisent vraiment, est-ce que ça va aboutir sur un métier qui va me correspondre. Voilà, ça c'est deux questions qui restent très souvent présentes dans les consultations. Aussi, t'en as coupé longtemps. Non, c'est quelque chose, vous avez pris l'incertitude envers l'avenir. Mais aussi, des fois, moi, personnellement, quand j'ai aussi une colère contre les générations avant nous qui sont déjà confortables dans le poste, qui sont déjà plus sympa, alors que nous, après le Covid-19, on voit en quelque sorte comment c'est que devant nos yeux, alors que nous, on est censé être examinés, alors 3 ans, 3 ans, et ça nous faisait marquer. Ouais, après, ce que vous dites, c'est tout à fait compréhensible. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui me le disent, moi, que parfois ils ne se sentent pas compris par les générations précédentes. Ne serait-ce que parce qu'au niveau de la façon de trouver du travail, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'avant, moi, par exemple, mon père, il avait un bac technique, il a fait un millier de métiers dans lesquels on lui a jamais dit vous n'avez pas la bonne qualification, monsieur. Alors que nous, maintenant, pour faire le moindre truc, on est obligé d'avoir un master en quelque chose. Ensuite, on est figé dans cette profession-là, et si on veut faire une autre profession, il faut repasser par des études, ou alors on est foutu, on est bloqué. Effectivement, il y a parfois une différence de langage entre les générations d'avant et votre génération. Et aussi avec l'émergence des réseaux sociaux et des numériques, où parfois, effectivement, il y a un problème de communication autour de ça. Et des fois, c'est même pas l'incompréhension parce que si les générations avant nous les personnes-là, elles essaient vraiment de nous comprendre. Et puisque quand on dit c'est la situation est différente, même, après, on ne peut pas insister à grand-chose à notre échelle. Le mandataire, il a trouvé son emploi dans le journal. Bon, ça n'a rien à voir. Alors, ouais. Maintenant, le monde du travail est plus compliqué pour les jeunes, c'est vrai, vous avez raison. Et justement, ça nous permet en fait, d'embrayer sur nos autres types de difficultés qui sont souvent malheureusement rencontrées par les étudiants, à savoir les difficultés économiques, puisqu'il y a à la fois le coût des études, mais aussi tous les autres aspects liés au budget, liés aux revenus, liés au travail, qui sont à ne pas négliger. Beaucoup d'étudiants sont obligés de travailler. Zineb, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel type de difficultés on peut rencontrer de ce côté-là? Alors, il y a déjà pour commencer les coûts des études. Donc, ça peut être par exemple les frais de scolarité pour les non-boursiers, ou même le logement. Un logement quand la fac où on va ou l'école où on va est loin de chez nos parents. Il peut y avoir plein d'autres, comme des frais pour les stages. Par exemple, on doit trouver un stage pour la fac, il faut pouvoir y aller pour prévoir un budget pour faire le transport ou même se loger quand c'est trop loin. Il y a d'autres soucis par rapport à la précarité alimentaire, dans le sens où on a un budget limité pour se nourrir. Il y a beaucoup d'étudiants qui se privent des repas sur le midi, le soir. Parfois, j'ai même entendu dire que certains mangent un jour sur deux, donc ça, c'est très compliqué. Il y a aussi la difficulté aussi à concilier le travail avec les écoles. Donc, pour certains, ils doivent trouver un travail des week-ends ou parfois même dans la semaine, essayer de concilier l'emploi du temps avec leur travail et ça peut être plus compliqué. Aussi, au niveau de la recherche de travail, trouver un travail mais assez bien rémunéré où on trouve des horaires qui conviennent avec les études. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Il y a aussi, qui permet aussi de rajouter la culpabilité quand vos études sont prises en charge par la famille. Mais c'est une spécialité qui enfin, qui va payer moins bien à revenir. Par exemple, moi, je suis en littérature, je suis en doctorat.
Et le sentiment de culpabilité, ça me mène depuis le Covid. Même quand c'est pris en charge, il y a puisque il y a certains, des fois, on se voit comme des objets, comme un investissement. On se demande est-ce que c'est rentable pour ma famille? Oui, c'est ça. Donc, même si on est dans le cas où on a une bourse, on a la famille qui peut prendre en charge au moins une partie de nos scolarités, ça aussi, ça peut être difficile à gérer avec le sentiment de devoir quelque chose, de pas forcément faire les études qui nous intéressent à la base, parce que il y a justement des conditions, etc. Donc tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, ça peut s'ajouter dans la charge de l'étudiant. Il peut en ressortir pour certains étudiants des difficultés psychiques et notamment certains troubles psychiques qui peuvent se développer, en partie à cause du contexte qui est déjà difficile, mais aussi à cause de l'âge, puisque en fait la période où on a en général voilà 18-24 ans, etc., on commence à être étudiant, c'est aussi une période où il y a un certain nombre de troubles psychiques qui vont se révéler qui peuvent du coup rajouter encore aux difficultés. Alors Marion, est-ce qu'on peut un peu faire un petit inventaire des troubles qui peuvent émerger à ce moment-là, dans cette période un peu difficile? Euh, Déjà, Marie-Lou a dit quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire qu'entre 18 et 24 ans, on va pouvoir voir l'émergence de certains troubles qui étaient un peu en dormance. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait peut-être des symptômes un petit peu annonciateurs qui étaient là bien avant et qui finalement vont se révéler. Et parce que vous êtes dans la tranche d'âge qui révèle ce genre de problématique, et aussi parce que le passage à l'université peut générer énormément de stress et du coup déstabiliser les stratégies de faire face que vous avez en donc, parmi les troubles psychiques qu'on retrouve régulièrement chez les étudiants, on va avoir déjà tout ce qui est de l'ordre de la sphère anxieuse. On va avoir le stress classique, j'ai envie de dire, quand on reçoit des étudiants qui sont juste stressés, on est content parce qu'on sait faire et qu'on va pouvoir aider convenablement les étudiants. Mais de plus en plus, malheureusement, parce que les problématiques des étudiants se sont aggravées depuis que j'y suis, de temps en temps. Maintenant, on a aussi des troubles anxieux généralisés. Donc, en fait, c'est de l'anxiété, mais qui est très intense, qui n'est pas en lien avec ce que devrait normalement générer des éléments anxiogènes. On va avoir aussi des étudiants qui ont des TOC, mais pas de petits TOC juste de vérification. Hein. J'ai des étudiants qui vont se laver 50 fois les mains par jour à l'eau de Javel et qui ont des atteintes dermatologiques de fou. Ah, c'est rare, ça. Un peu plus rare, mais on en a. La mère, elle va voir qui se lave énormément les mains, qui se couche extrêmement tard parce qu'il se lave énormément les mains. Moi, j'ai un étudiant qui perd 2 heures et demie par jour en vérification et qui a besoin d'un aménagement d'études parce qu'il vérifie tellement de fois la moindre chose qu'il a écrit pour l'examen qu'il ne peut pas satisfaire aux exigences de ses études. Il est obligé d'avoir un tiers-temps supplémentaire. On va voir beaucoup, depuis la Covid, et il y a aussi des polices sociales qui sont apparues parce que pour des gens qui étaient déjà un petit peu introvertis ou qui n'avaient pas forcément de grande capacité d'interaction sociale, l'isolement, l'enfermement, ça a constitué en fait pour eux une stratégie de soulagement. J'ai plus besoin d'affronter les autres. Donc en réalité, quand il a fallu retourner à l'extérieur, malheureusement, ce qui avait servi d'évitement, de soulagement, est devenu un problème parce qu'il fallait à nouveau trouver des stratégies pour faire face aux gens. Et en fait, quand ils n'y arrivent pas à trouver des stratégies pour faire face aux gens, ils restent enfermés chez eux. Et ça devient des cercles vicieux. Comme disait Mélanie tout à l'heure, j'ai peur, donc j'évite, et comme j'évite, j'ai encore plus peur. On a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent avec des problèmes d'altération de l'humeur. Alors, quand on n'a pas tous les symptômes de la dépression, on va appeler ça une dyspnée, une humeur altérée. Et quand on a tous les symptômes du tableau clinique, on va parler effectivement là de dépression. Donc, en fait, oui, il y a quelques années, moi, j'entendais encore des proches me dire, mais les jeunes, dépression, hein, on n'est pas dépressif quand on est jeune. C'est même la tranche d'âge qui est touchée par la dépression. Il est déjà dépressif. Et il y avait maintenant beaucoup de jeunes qui sont sous traitement antidépresseur. Avant, les psychiatres hésitaient à introduire des traitements antidépresseurs. Non, c'est plus restrictif. On a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent avec des troubles du comportement alimentaire.
On a aussi des étudiants qui viennent avec des idéations suicidaires, qui ont une estime de soi dans les chaussettes. Certains viennent aussi avec des troubles de la personnalité, notamment borderline, c'est de plus en plus répandu. Assez rarement, on accueille des étudiants avec des troubles psychotiques. De toute façon, on a un réseau privilégié pour les orienter et c'est tellement pluridisciplinaire. De toute façon, enfin, nous, en tant que psychologue, on est un peu démunis, on est obligé de passer la main à des gens qui ont vraiment la structure et des professionnels pour ça. Et puis, on a aussi tout ce qui est développement neuroatypique, donc du spectre autistique, TDAH, déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité et haut potentiel intellectuel. Ils viennent aussi de plus en plus nous consulter. Alors, on ne peut pas faire grand-chose puisque c'est là. Mais par contre, on peut les accompagner sur le vécu, les émotions, la gestion des émotions, l'organisation, TDAH, par exemple, de priorisation des tâches. En sachant que dans ce type de pathologie, etc., il y en a certaines qui sont liées en même temps que la mission handicap, notamment, qui permet notamment de certains aménagements d'études pour les étudiants concernés. Ça se fait souvent en collaboration. Alors, là, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on a dit que la période universitaire, c'était une période qui était difficile, on est vulnérable, on peut avoir beaucoup de stress, beaucoup d'altération de l'humeur, etc. Et on peut se poser la question de à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que ces choses-là, ce stress que je ressens, etc., qui est normal parce que je m'adapte à de nouvelles choses, etc. À partir de quand tout ça, ça devient potentiellement pathologique? C'est-à-dire à partir de quand il va falloir que j'aille chercher de l'aide, que j'aille potentiellement avoir un traitement, etc. Alors, en général, il n'y a pas de réponse facile pour ça, mais on a quand même plusieurs signes qui peuvent laisser supposer qu'il va peut-être falloir chercher une prise en charge de notre difficulté. Ces signes-là, du coup, ça peut être, Marion. Eh ben, notamment quand vous sentez que l'épisode de stress ou de tristesse, il dure très longtemps. Alors même que la situation qui vous a rendu stressé ou triste est terminée. Et si ça perdure dans le temps, on peut se poser la question effectivement voilà, se dire là, je peux peut-être avoir besoin d'aide. Ou si finalement, les périodes de tristesse ou de stress, elles s'arrêtent, elles reviennent, elles s'arrêtent, elles reviennent, mais ça se chronicise en fait. Ça revient régulièrement, ça s'arrête pas. Ou alors même quand il n'y a pas de déclencheur évident, par exemple, si vous faites des cris d'angoisse mais qu'il n'y a pas de déclencheur, bah, ça peut être aussi un motif de consultation. Quand les émotions deviennent intenses et envahissantes, c'est-à-dire qu'elles perturbent votre fonctionnement cognitif, social, professionnel, là, ça peut être aussi une bonne raison de consulter. Et notamment quand ça commence à toucher le fonctionnement physiologique, par exemple le sommeil, l'alimentation. Si vous avez des douleurs, si vous commencez à avoir des impacts psychosomatiques, c'est-à-dire que votre corps finit par porter le symptôme, notamment souvent ça se passe au niveau digestif, ça peut donner des liquides, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on va trouver là-dedans tout ce qui est maladie de Crohn, tout ce qui est intestin irritable. Si vous perdez du poids aussi, beaucoup, ça peut être indicateur de consultation. Si vous avez aussi un impact au niveau cardiaque ou respiratoire, si vous sentez que vous avez du mal à respirer, vous êtes contraint dans votre respiration avec des oppressions, si vous avez votre rythme cardiaque qui devient ça des tachycardies, enfin, voilà, des palpitations, ça aussi, ça peut être un motif de consultation. Et d'ailleurs, on a plein d'étudiants qui nous sont orientés par des médecins généralistes ou par des spécialistes. Parce que le motif d'entrée dans la demande de soins, c'était j'ai peur de faire une crise cardiaque parce que mon cœur dysfonctionne. Et quand le médecin dit mais c'est le stress, alors là, il débarque en disant mais je comprends pas comment c'est possible que mon corps dysfonctionne, ça peut pas être dans ma tête. Eh ben, ça peut être dans ma tête. Tout à fait. Oui, souvent, les plaintes qui incitent à consulter, c'est souvent, des fois, ça peut commencer par des plaintes physiques. C'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se passe. Et je vais voir mon médecin parce que j'ai une douleur qui ne part pas ou on fait un épisode, la première crise d'angoisse en général est vécue comme une crise cardiaque. Donc, du coup, ça peut passer par un passage aux urgences, des choses comme ça qui vont ensuite rediriger la personne vers un problème plutôt psychique. Et c'est pas forcément facile à accepter pour les étudiants.
on passe d'une sphère plutôt, voilà, c'est un problème de corps qu'on peut gérer facilement, ou plus ou moins, à un problème psychique qui va nécessiter un travail sur le long terme, etc. Aussi, mais aussi quand j'arrive pas à parfois, enfin, des fois, je sais que c'est pas bien de rendre exemple, et quand je suis extrêmement traitée, j'arrive pas. Donc, je peux pas arrêter. Et c'est lié aussi, bon, c'est ça, voilà, il peut y avoir beaucoup des indicateurs, et puis il y a aussi le fait, en général, le fait d'apprendre à connaître comment on fonctionne, de voir quelles sont nos réactions, etc. Ça peut aider à anticiper le prochain moment de crise ou de moment où on ne se sentira vraiment pas bien. Et justement, ça nous permet d'enchaîner sur, on va quand même pas vous laisser comme ça, avec juste tous les problèmes qu'on peut rencontrer, sans parler un petit peu des solutions qu'on peut envisager. Alors, c'est évidemment, là, c'est des solutions générales ça va pas forcément résoudre tous les problèmes, mais ça peut aider dans une certaine mesure, notamment pour le stress. Mélanie, qu'est-ce qu'on peut envisager pour essayer de réduire un petit peu le stress? Alors, Marie nous parlera tout à l'heure de techniques un petit peu particulières pour gérer notamment le stress. Elle nous parlait des facteurs de protection, donc des facteurs où on sait que ça a un impact sur le stress. Donc, être particulièrement vigilant à certains aspects, notamment le support social. On sait que c'est quelque chose qui est très important pour gérer mieux le stress, aussi pour diminuer les lumières, et pour prévenir le trouble des lumières, avoir des relations solides avec la famille, les amis, la communauté, avoir un soutien émotionnel et des ressources donc en période de stress. Donc savoir s'adresser à des personnes qui savent écouter, qui savent fournir un soutien utile, c'est primordial pour se sentir bien, mieux. Avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, donc être intégré dans une communauté, un groupe social, faire partie d'une association, ça peut vraiment aider. Également, des conseils d'hygiène de vie, donc faire attention au sommeil. Marion vous en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que le sommeil a un impact sur la santé mentale et vice-versa. L'activité physique, on sait, voilà, c'est vraiment scientifique que l'activité physique va permettre de gérer mieux le stress parce que c'est un exutoire, c'est une façon de libérer en fait le stress et les tensions qu'on accumule. Si je peux me permettre d'ailleurs, c'est le thème de la semaine d'information sur la santé mentale, donc pour vous montrer à quel point le lien entre activité physique et santé mentale est important. Je rajoute juste quelque chose, c'est que les étudiants, quand on leur parle d'activité physique, clairement, on les gonfle. Ils ont entendu On 5 minutes par jour, machin, ils en ont ras-le-bol quand on leur parle d'activité physique. Sauf que nous, on s'appuie sur des modèles neurobiologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand on arrive à remettre les gens au mouvement, notamment par exemple dans le cadre d'une altération d'humeur, on sécrète naturellement les bonnes choses qui sont nécessaires au remontage de morale, entre guillemets. En fait, on les gonfle, les étudiants, quand on leur parle d'activité physique. On s'est constaté que quand ils arrivent à refaire une activité physique, l'estime de soi remonte, le moral remonte, et un tissu social, et tout ça sans médicaments. Mais c'est un cercle vicieux, d'accord? C'est-à-dire que quand on est dépressif, notamment, ou quand on est très anxieux, l'activité physique va être beaucoup plus difficile à les mettre en place. Après, ça peut se transformer en cercle vertueux, c'est-à-dire que si on commence, après, ça devient un peu plus facile au niveau de l'humeur, puis on va continuer, etc. Mais évidemment, quand on est en situation de souffrance psychique, faire une activité physique, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. On est conscient, mais... Il faut au moins essayer de trouver le sport qui nous convient. Par exemple, c'est ça. Moi, qui fait plaisir. Et pas forcément faire du sport, d'accord? C'est pas forcément faire du sport. C'est marcher, voilà, me déplacer à vélo, faire des choses que j'ai pas forcément besoin de rajouter à mon emploi du temps. Alors, on va devoir bientôt terminer, je pense. Donc, du coup, un petit peu plus rapidement, notamment quelques pistes pour réduire l'isolement social que peuvent avoir les étudiants. Zineb. Alors, les difficultés financières, elles peuvent limiter la participation à une activité sociale ou culturelle. Et ça entraîne du coup un sentiment d'isolement.
souvent. Donc voilà, il y a l'espace de rencontre et de convivialité sur le campus. Donc, il faudrait aller voir une association étudiante, culturelle, sportive, solidaire, thématique. Donc, se rapprocher des associations pour pouvoir faire des choses avec elles. Il y a aussi le centre de tri de Reims. Donc, c'est une association de tri. J'ai vu des responsables tout à l'heure à l'accueil. Et en fait, ils proposent des activités manuelles qui sont gratuites avec des matériaux de récupération pour fabriquer des objets, des cosmétiques ou des produits ménagers. Il y a aussi le sport qui est financé par la CDEC, donc c'est avec le SUAC. Et si on est boursier, c'est gratuit, sinon. Alors après, il y a le SUAPS aussi, qui est le service universitaire des activités physiques et sportives, qui est gratuit pour tous les étudiants, boursiers quoi, avec une bonne vingtaine de sports. Il y a eu dans la badminton, il y a de l'escalade. Je donne des questions concernant les parents maintenant. Les parents des étudiants. Oui. Donc, on change de. On jette dans le rôle des parents. Donc, voilà, suivant ce que vous nous avez dit maintenant, j'ai compris qu'on est en face de grands adolescents. Parce que s'il a vu, ça dépend. Il y a des petits adolescents. L'essentiel, qu'ils sont matures. Peuvent être vus comme des grands enfants, mais on voit, nous, la différence entre les étudiants de L1 et L2 et les étudiants en Master 1, Master 2. En premier, on les appelle nos grands. Parce qu'en fait, c'est tous des petits adultes, des grands ados. Nos parents avaient trop de petits. Il faut se projeter dans notre. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche suivant ce que vous nous racontez maintenant? La perception, la conscience et la maturité. Eux, ils sont encore dans le chemin à chercher à trouver ça. Oui, tout à fait. Donc, comment vous et nous, comment vous nous conseillez pour les accompagner dans ce chemin, chercher de trouver la perception comparable. Déjà, il faut respecter leur temporalité, parce que c'est pas parce qu'on tire sur un bringard qu'il va pousser plus vite. J'utilise très souvent cette métaphore-là. Donc déjà, il faut respecter la temporalité de chacun. Et de toute façon, avoir un cadre bienveillant, un cadre chaleureux, avec de l'écoute et une vraie empathie, ça peut de toute façon qu'aider la personne à trouver ses propres ressources. Et après, quand ça relève plus de votre rôle de parent, c'est là qu'il faut passer la main. Des fois, on est trop pris dans les émotions et on ne sait pas aider. Oui, on nous perd. Il y a plein de trucs à vous donner, mais il faut qu'on finisse. Comme le sommeil, vous dites le sommeil. Ils aussi, ils sont, en même temps, ils veulent pas trop dormir. Et alors que normalement, on dort beaucoup parce que c'est là aussi, pas forcément, en faisant besoin de dormir. Alors, à cet âge-là, plus trop quand même. Mais on n'a pas adapté la société à leur développement neurologique, parce qu'un étudiant, en réalité, il n'est pas foutu pour être efficace dès le matin. Il est plutôt foutu pour être efficace à partir de la fin de matinée jusque tard le soir. Sauf que nous, on continue à les mettre dans des cases et leur dire venez en cours à 8h du matin. Ça va pas du tout. Oui. Non, mais les enseignants non plus ne sont pas d'accord pour faire des cours à 8h du matin, ne vous inquiétez pas, c'est pas que les étudiants. On dit d'ailleurs, même nous, chacun a sa biologie et par exemple, moi personnellement, j'ai plus envie de travailler plus l'après-midi, de bouger. Oui, parce qu'on a donné le matin, j'aime bien lire. J'ai fait la lecture le matin, mais vers 4h, 5h, je viens faire mon ménage. Comme ça, le matin, je lis. Chacun a sa façon de faire. Exactement. C'est ça. Donc, effectivement, voilà. Donc, accompagner, être là quand l'enfant a besoin, le laisser aussi faire ses propres choix, se tromper des fois, quitte à ce qu'ils reviennent vers vous, voilà, qu'ils prennent progressivement l'indépendance. Si on termine très rapidement sur les différents aspects, donc, alors vous avez aussi la médiathèque, bien sûr, qui est une très bonne ressource pour tout le monde, mais aussi particulièrement pour les étudiants. Et on y est en ce moment, donc c'est l'occasion de découvrir tout ce qu'on peut faire à la médiathèque. C'est pas juste embrasser des livres. Vous avez des services d'écoute. Donc, s'il y en a qui veulent parler ensuite des services d'écoute, etc., on est dispo. On a donc différentes, notamment les différentes lignes d'écoute. Bon, le SSE pour les consultations avec les psychologues. Que les étudiants soient à l'URCA ou non? Alors là, je crois que c'est que pour l'URCA. L'URCA, oui. Ouais, et puis il y a tellement de demandes que. Les étudiants de l'URCA, par contre,
Pour les étudiants, en règle générale, donc il y a maintenant un dispositif qui s'appelle le dispositif Santé Psy étudiant, qui permet aux étudiants d'avoir 12 séances gratuites auprès des psychologues en libéral. À Reims, il y en a quelques-uns. Donc c'est 12 séances, il n'y a pas besoin de courrier médical. Il faut juste pouvoir justifier que les étudiants sont étudiants. Une carte d'étudiant, et puis S'inscrire sur le site internet santépsy.gouv. Et il y a la liste des psychologues qui sont partenaires du dispositif, et en fonction des disponibilités, parce que la santé mentale est un objet parmi, ils peuvent avoir accès à 12 séances gratuitement. Il doit y avoir un double. Non, c'est pas forcément déjà suivi pour Alors, si vous avez déjà suivi si vous pouvez, en fait, si vous commencez un suivi et que vous n'êtes pas satisfait par le suivi pour une raison ou pour une autre, vous pouvez changer de psychologue et vous pouvez redémarrer doucement. Quand même, c'est pas le cas pour concevoir. Le cas, c'est l'université de Reims. Ah, d'accord. C'est l'abréviation de l'université. C'est là où on réunit plein d'étudiants. Oui. On m'a dit que c'est la Voilà, donc il y a ces aspects-là, il y a les lieux d'écoute, il y a les consultations qui sont plus ou moins remboursées, il faut trouver des professionnels, mais il y a cette idée-là. Et puis il y avoir au niveau économique les aides financières, n'hésitez pas à aller consulter les assistants sociaux, etc., pour voir les aides disponibles, parce que souvent il y en a qui existaient donc pas au courant. C'est voilà. Et du coup, de l'université, si vous êtes en situation de crise économique, par exemple, vous avez vraiment plus rien là, c'est vraiment une situation d'urgence, le Crous donne, peut déclencher des fonds en urgence. Et puis ensuite, pour réduire l'anxiété de manière générale, vous avez toutes les actions de relaxation, méditation en fonction de ce qui vous convient. Bien dormir. Bien dormir, respecter vos rythmes journaliers, utiliser des activités qui vous font du bien, chercher de l'aide évidemment, et surtout le lien social qui est à ne surtout pas négliger pour les amis, les proches, etc., des gens avec qui on peut parler de nos difficultés avant qu'on soit en crise. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Désolée, on a dû terminer un petit peu rapidement. Il y a encore un atelier après. Si vous avez besoin de discuter, je ne sais pas si vous pouvez rester quelques minutes, mais vous pouvez aller poser les questions aux intervenants. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière table ronde qui, du coup, sera celle-ci, plus sur le quotidien, comment prendre soin de sa santé mentale au quotidien, comment gérer le mouvement